oiseau de plexiglas et d'acier. L'avion glisse sur le ciel étoilé. Les nuages moutonnent à l'infini. L'horizon recule toujours. L'avion file et vers le jour s'enfuit. À l'intérieur, je cours. Commence ma ronde de nuit. Moi, je suis la Madone qui veille, ange attentif à leur sommeil. Alors je guette tendrement, une main levée, un visage blanc. Moi, mon bureau, il vole, c'est le plus beau bureau du monde. Vous êtes toujours sur FFP 106.3, bonjour à tous et à toutes. Au micro, Jean-Claude Caillette qui vous propose une demi-heure d'émotion littéraire, le lire et le dire. À la technique, Farid El-Nadi. Bonjour Farid. Et aujourd'hui, notre invitée est Marie-Stéphane Vosgien, que nous recevons en raison de la parution de son livre de témoignages Entre deux bleus, édité chez Envol et moi, édition. Bonjour Marie-Stéphane. Bonjour. Envol et moi, cette maison d'édition était faite pour vous ? Mais complètement. Quand j'ai vu l'appellation, je me suis dit, pour un bouquin de souvenirs, de voyage en avion, et tout ce que j'ai pu voir autour, Envol et moi édition, c'est pour moi. Et je suis leur premier livre d'ailleurs. Bon, alors il faut dire que Marie-Stéphane a été hôtesse de l'air et que, bien sûr, on va en parler tout au long de ce livre. Mais tout d'abord, comme nous en avons pris l'habitude, quelques aphorismes ou citations en rapport avec le thème du livre que nous allons feuilleter. Et j'ai choisi le thème du voyage. Le premier, « Heureux le touriste qui a tout vu avant l'arrivée des touristes ». C'est de Bernard Arcan. C'est pas mal. Oui. Hein, parce que quelquefois, le touriste, il esquinte. Voilà, moi j'avais un métier un petit peu où je culpabilisais parce que j'emmenais 500 personnes que je déversais, en fait l'avion déversait sur le sol et 2 fois par jour quelquefois et je me disais oh là 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 là, quel envahissement quoi. Ouais. Et maintenant les plus grands avions, c'est quoi? C'est combien de personnes? 1500 quand même? Oh, 700, 800, mais bon, 700, 800, il y a une concurrence avec les paquebots avec 5 étages. Là, oui, c'est vrai. Là, la bétaillère. Quand ils arrivent, là, c'est 5000 personnes. C'est affreux. Bon. Le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de lui-même. Alors là, on est dans Confucius. Bon. Ça m'inspire un peu parce que finalement, en ayant terminé ce livre, je pense que j'ai revisité effectivement des lieux, effectivement des regards et des sourires, mais j'ai refait le tour de moi-même aussi en faisant le tour du monde. Et ben voilà, bon. Le plus beau voyage est celui que l'on n'a pas encore fait. C'est Loïc Perron qui dit ça. Bon. Moi, je rêve d'aller au Machu Picchu, je rêve d'aller dans l'Himalaya. Il y a effectivement des lieux encore et l'île de Pâques, bien sûr. On ne fait pas un voyage, le voyage nous fait et nous défait, il nous invente. C'est David Le Breton. Ouais, c'est pas mal non plus. Oui, et là, avec le bouquin, je pense que mes lecteurs se rendront compte que c'est tout à fait ça. Là. Il y a des paysages, il y a des rencontres qui vont tout direct dans votre cœur, qui forcément vous remettent en question et on n'en sort pas indemne, quoi. Je vous propose de vous présenter. Alors, bien entendu, vous pouvez reprendre mes propos s'ils sont inexacts, bien entendu, ou les compléter. Tu as fait des études de lettres à la Sorbonne, doctorat du 3e cycle. Voilà, en littérature et civilisation américaine. Alors, justement, au lieu de choisir Rabelais, Victor Hugo, tout de suite, tu as choisi quand même la littérature afro-américaine. Voilà. Donc, il y avait déjà une velléité de voyager ? C'est-à-dire que quand on fait des études d'anglais, on étudie soit les écrivains d'Angleterre, soit ceux d'Amérique. Et en Amérique, je m'intéressais surtout aux populations qui n'ont rien demandé, les Indiens et les Noirs. Les Indiens qui ont été envahis et les Noirs qui ont été importés violemment. Donc les Indiens, il y a très peu de choses écrites. Donc voilà, je suis allée sur les Noirs américains. Puis j'avais un professeur, Nadine Kespi, qui était fantastique, flamboyante et qui m'a emmenée sur ce terrain-là.
Justement, comment, puisque tu deviens hôtesse de l'air, Air France, la grande époque, comment se passe cette mutation et pourquoi? Oh bah là, c'est bêtement les choses de la vie. Donc, moi, j'étais en train de penser, j'étais jeune mariée, j'étais en train de penser à avoir des enfants. J'en étais à rechercher les prénoms éventuels, Erwan, Ludivine. J'avais tout plein d'idées de prénoms. Puis mon mari m'a quitté, donc il a fallu vite fait que je me trouve un métier pour me mettre un toit sur la tête. Et voilà, j'ai proposé mon dossier pour être prof. Et puis un ami est venu me faisant la publicité pour Air France et j'ai posé mon dossier. Air France a répondu en premier. Me voilà embarqué pour 30 ans. D'accord. Bon, Les choses de la vie. oui, c'est ça, effectivement. Tu as exercé ce métier sur de longs courriers et par la suite, tu as été chef de cabine et le tout pendant 30 ans. Évidemment, tu n'as pas fait des études de lettres par hasard. Tu aimes les mots, tu aimes écrire. Et tu as commencé à écrire des poèmes, des nouvelles, à quel moment? Oh ben enfant, j'ai essayé d'écrire des contes qui étaient un peu pompés de la comtesse de Ségur et de Perrault. Je suis retombée dessus. Voilà, on m'avait offert une jolie petite machine à écrire et ça, c'était mon bonheur. J'avais 8-10 ans. Bon, plus sérieusement, j'ai commencé par aller dans des ateliers d'écriture parce que j'avais envie d'écrire, donc beaucoup de nouvelles. Et puis des poésies, parce que finalement, ça oblige à être concis, à aller à l'émotion, à fleur de peau, direct. Et puis voilà, de nouvelle en nouvelle, on se retrouve avec un livre complet aujourd'hui. Tu écris même des chansons? Oui, aussi. Ça. Voilà. Et tu participes à des scènes ouvertes de slam. Alors voilà. Les chansons, tu les écris, mais Je les chante. Voilà, c'est avec les ateliers de Chantal Grimm on écrit des chansons, elles sont mises en musique. Et on a un petit CD, d'ailleurs, là j'en ai une dizaine, donc je pense que je vais faire un CD complet. Et puis le slam, c'est avec Aux Armes, qui est une des pointures du Val d'Oise, Aux Armes et Nobody. Et donc on apprend à écrire et surtout à déclamer ces slams. Et je suis contente parce que cette année, je vais même me retrouver, moi, intervenante dans les classes élémentaires en tant que maître de slam avec des enfants entre 6 et 10 ans, donc je suis ravie. Je transmets, c'était le but de ce bouquin, transmettre, c'est tellement important de transmettre, partager. Alors d'ailleurs, les bouts de chansons qu'on a déjà entendus au début et qu'on va entendre au cours de l'émission sont des chansons de toi, c'est-à-dire celle que j'ai choisie, c'est Voler et rêver. La musique est de Bernard Fougérolles, l'interprétation aussi. Voilà, j'ai fait 2 chansons sur le boulot, une sur le côté merveilleux, oui, Voler, rêver, et puis l'autre, il y avait bien le blues du businessman, donc il y a le blues de l'hôtesse de l'air, l'envers du décor. Bon, maintenant, les publications, tu as publié des nouvelles dans la revue Les Mots Migrateurs. Oui, dans nos recueils collectifs, oui. Voilà, que je connais bien. Les Bords du Lot. Et une autre revue qui s'appelle L'Art en tout lieu. Voilà, ça c'était des recueils de poésie. Et Les Mots Migrateurs, c'est l'association d'écrivains auxquels je participe. Et donc avec Philippe Rimbaud et Olivier Campos, qui m'ont beaucoup encouragé pour ce livre. Pour ce livre. Alors justement, on va parler de Philippe Rimbaud. Tu participes de temps à autre comme lectrice dans l'excellente émission justement de Philippe Rimbaud, Les Mots Migrateurs, sur RGB 99.2 FM. Oui, c'est une très belle émission. La devise de la radio, j'aime bien, se rapproche beaucoup de ce que nous voulons faire et être nous-mêmes. FPP, c'est liberté, diversité, c'est ce qu'on fait aussi, et proximité. Vous êtes toujours sur FPP 106.3 où vous écoutez l'émission littéraire Le Lire et Le Dire. Aujourd'hui, Marie-Stéphane Vosgien que nous recevons en raison de la parution de son livre de témoignages Entre deux bleus, édité chez Envolez-moi Éditions. Nous allons décortiquer le livre Entre deux bleus et quoi de mieux pour éclairer l'ouvrage que de lire la 4e de couverture. Après son dernier atterrissage professionnel, Marie-Stéphane Vosgien ressent le besoin de nous faire partager son expérience.
après avoir eu la chance de rencontrer l'homme, la femme, l'enfant de tous les continents, savourer le plaisir des destinations lointaines, découvrir, s'enrichir de 1000 langues, 1000 saveurs, autant d'odeurs et musiques, un foisonnement de cultures et de paysages envoûtants, mais aussi souvent côtoyer sous toutes les latitudes, parfois même toucher du doigt, voir ou entendre la misère universelle, la bêtise humaine, les catastrophes naturelles, les conflits armés, la souffrance. Et tout cela trop brièvement entre deux vols. Le métier d'hôtesse de l'air, c'est de plus passer sa vie à parcourir le monde sans pouvoir jamais véritablement l'embrasser. Une vie toujours ailleurs, sans être vraiment là, sans avoir le temps de bâtir un foyer, de construire son sweet home au bord du fleuve. Une vie de paraître où l'on doit sans cesse rassurer les voyageurs, mais où vous trouvez bien peu de monde à qui vous confier. Une vie de sac et de ressac dans l'océan du ciel, avec souvent comme seul bagage plusieurs heures de décalage horaire et une courte nuit d'hôtel. Une vie qui vous donne quelquefois le vertige de l'être. Dans cet ouvrage, loin du cliché et de l'image d'Épinal, ça j'insiste bien là-dessus d'ailleurs, que nous faisons du métier d'hôtesse de l'air, Marie-Stéphane Vosgien nous fait partager sa vie nomade par petites touches, d'une destination à l'autre, d'une rencontre à l'autre, nous fait visiter les coulisses d'une profession aussi mal connue qu'exigence, avec tact et humanité. Ça résume bien le livre, je trouve aussi. Alors, il y a 72 histoires et témoignages qui nous emmènent aux quatre coins du monde. Alors bien sûr, on ne va pas lister ces 72 images. Majoritairement en Amérique du Nord et du Sud. C'est quand même les voyages que vous avez le plus fait. Mais également au Moyen-Orient, en Afrique, Kenya, Afrique du Sud, Bombay, Madagascar, Tokyo. Et j'ai pas tout noté, bien entendu. Ces témoignages, vous les avez écrits au fur et à mesure ou récemment ? Non, c'est ça qui est curieux. C'est vraiment. J'ai une mémoire qui fonctionne drôlement bien. J'en suis étonnée moi-même. Ça m'est revenu et encore maintenant, il y a des tas d'anecdotes qui me reviennent que j'ai vraiment envie de coucher sur. Enfin, que je couche sur le papier. Je ne sais pas si j'en ferai quelque chose, s'il y aura une suite. Mais très curieusement, je n'y ai pas pensé. Ça aurait été pourtant formidable parce que le métier d'hôtesse de l'air est un métier merveilleux, mais très déséquilibrant puisqu'on est catapulté aux quatre coins du monde, là comme une boule de flipper. Et il faut absolument avoir quelque chose de chevillé au corps, qui est toujours soi, que ce soit la broderie, le jogging, la collection de canards de la tante Ursule, qui est quelque chose qui soit un lien permanent. Et si seulement j'y avais pensé, bien sûr, ça aurait été l'écriture et j'aurais noté tout ça au fur et à mesure. Mais finalement, je suis heureuse de voir que tous les hologrammes de ces gens sont restés en moi, leurs prénoms, je suis étonnée et ravie de me rappeler de tout ça. Et puis, ça peut mettre une certaine distance entre l'événement et l'écriture, ce qui n'est pas quelquefois trop mal, puisque ça permet une certaine maturation. Aussi. La première constatation que vous faites dans une histoire qui s'appelle Entre ciel et terre, c'est que c'est dur de redescendre, d'atterrir, de revenir sur le plancher des vaches, comme on dit. Voilà, le livre devait s'appeler Albatros Song ou Albatros Blues. Parce que mon avion à moi, c'est le Boeing 747, le gros avec la bosse et les 4 réacteurs. Et c'est vrai que je le comparais à un albatros. Et dans cette première nouvelle, c'est ce que je dis, quand on voit un albatros qui décolle, comme il est maladroit avec ses grandes ailes, bon, je sais qu'il y a un poème de Baudelaire qui dit ça beaucoup mieux, mais voilà, il est tout empêtré dans ses ailes, et quand il est en vol, il est tellement merveilleux. Et nous, quand on est en vol, nous, l'avion qui nous porte dans son ventre, on survole les océans, on survole les myriades de lumières des villes, comme des ciels étoilés à l'envers, c'est magnifique. Et puis on arrive à Roissy, et puis on se retrouve au 3e sous-sol du parking en train de chercher sa voiture un peu hagarde. Et on arrive chez soi, il y a le courrier qui attend, on a les jambes qui éclatent, et on rampe, nous on est devenus rampants, tandis que l'albatros, lui, il redécolle parce qu'il appartient au ciel, tandis que nous, nos ailes, on ne les a que prêtées.
Dans ces témoignages, il y a de simples descriptions des lieux, mais par exemple, c'est une description très sensitive, celle de New York. Ah, l'orage à Manhattan, oui. Mmh. Oui, parce que j'étais au 33e étage de l'hôtel où nous étions face à Central Park. Il y a un orage qui s'est déclenché, le ciel était en feu et cette pluie drue comme ça qui tombait sur les buildings, ça gommait les buildings. J'avais l'impression que la terre se révoltait et Manhattan, c'est Mannahatta, l'île aux collines. Et les Indiens appellent la terre, grand-mère la terre. Et on a dit que grand-mère la terre se révoltait. Et dans une espèce d'illusion d'optique, je voyais les tipis qui sortaient. J'avais vraiment ce vent, cette pluie, ce feu dans le ciel. Voilà, j'étais emportée ailleurs, quoi. Vraiment un magnifique paysage, un tableau à la Turner. Mmh. Voilà, il y a vraiment, les anecdotes sont vraiment très, très différentes. Et il y a peu, en fin de compte, d'anecdotes purement hôtesse de l'air. Alors, on va tout de suite en donner deux, comme par exemple le café sur le pantalon. Ah oui. Hein, bon, là, c'est Oui, voilà. typiquement une Parce que histoire voilà, d'hôtesse de l'air, ça. on m'a dit ça croustille pas beaucoup ton bouquin, mais j'ai pas été une hôtesse très croustillante, donc effectivement il y a des choses cocasses comme cette fois-là j'étais toute jeune hôtesse, donc je servais le café à un passager avec le petit plateau, la tasse, il tenait le plateau avec sa tasse et moi je tenais la cafetière et je verse et pour dire qu'il en avait assez, il a retiré le tout. Donc forcément, j'ai continué à verser, le temps de réagir. Le café est tombé sur son entrejambe, son beau pantalon beige en tergale. Donc affolée d'avoir fait une bêtise comme ça, je fonce dans l'office chercher... En plus, le café était très chaud. Le café était chaud, donc Ah oui. voilà. Donc je fonce chercher un torchon, de l'eau, et je lui dis, ne vous inquiétez pas monsieur, c'est du café soluble, ça va disparaître, il suffit de bien imbiber, de bien... Et avec ça, en disant ça, je tamponnais largement, j'étais à ses genoux et catastrophé, et lui aussi catastrophé. Et c'est le passager d'à côté, en croisant les bras, qui a dit « Ah, évidemment, c'est pas à moi que ça serait arrivé, ça. » Bon, alors tout de suite, ça relativise les choses. Bien sûr. Alors, est-ce que tu pourrais nous lire l'histoire, c'est page 275, où justement tu parles du métier, des histoires que l'on raconte, que les hôtesses de l'air racontent quelquefois avec satiété. Voilà, c'est la dernière, les dernières pages du livre où effectivement on sent un peu le blues là. Marre de faire de la figuration dans ma propre vie. Les gens ne me voient qu'en vitrine. Ils m'envient de faire ce métier. Ils me disent « Tu vois du pays, tu te promènes partout, tu rencontres plein de monde. » Savent-ils que l'on peut mourir de faim, enfermé dans un coffre plein d'or ? Ça sert à quoi de faire 1000 fois le tour de la terre pour ne pas avancer d'un pas ? Ça sert à quoi de voir plein de gens si on n'en a pas de précieux engrangés dans le cœur ? Certains de mes collègues ressassent toujours les mêmes anecdotes truculentes, enfin la première fois qu'on les entend. Après, c'est pitoyable, tellement ça fait disque rayé. Ils ont 20 ans, 30 ans d'aviation. Quand ils disent ça, ils en ont plein la bouche. Et une dizaine d'histoires en ritournelle. Qu'ont-ils fait de tous ces regards croisés, de tous ces sourires échangés, de tous ces paysages imprimés sur leur rétine ? Dans quelle case ont-ils rangé tout ça ? Nulle part peut-être. Ou alors dans celle des trous de mémoire. À propos, comment on fait pour avoir des trous de mémoire ? Où est-ce qu'on appuie pour vidanger ce trop vu, ce trop vécu, ce trop souffrant ? On me dit, t'en arrive des choses, des situations étranges, des rencontres étonnantes. Non, je crois pas vraiment. C'est plutôt que moi, quand je regarde quelqu'un, je le regarde vraiment. Quand je lui parle avec le tout de moi. Ce n'est pas un passager ou un autochtone du pays où je me trouve, c'est un être humain. Alors forcément, il y a échange, partage. Et ça me touche. Ce brassage infini, ce bouillonnement quotidien emporte ma vie dans un flou profond. La notion sécurisante d'appartenir à une terre, à une histoire, à une famille, se trouble. Cette vision en direct de l'humanité m'entraîne dans un tourbillon. Je perds la notion de l'origine, du port d'attache, le cocon rassurant du lieu de vie depuis l'adolescence, le quartier, le lycée, les magasins familiers, tout cela perd de son sens, noyé dans tant d'autres images. Moi, je marche dans les rues des villes du monde quand les gens dorment en France. En Afrique du Sud, j'assiste à l'élection de Mandela quand la France s'inquiète de savoir si on va retrouver l'assassin d'une jeune Anglaise. À Boston, je vois une ville en larmes, inconsolable, pleurer la mort du fils Kennedy devant l'ancien bureau du président,
alors qu'en France, une affaire de ministre escroc défraye encore la chronique. Tout cela se mélange et montre le non-sens de toutes ces informations dites capitales. Alors je réalise ma seule appartenance. Mon appartenance à une humanité installée sur un vaisseau tout rond qui tourne sur lui-même autour d'un astre gigantesque, hors l'infini. Je suis de la planète Terre. Point. Donc ça, c'est les dernières pages. Donc c'est une conclusion de. Voilà, oui, c'est un petit du peu livre. sombre, un petit peu, mais bon, ça met, oui, le point sur... Oui, non, mais c'est pour ça que je voulais préciser que c'était vraiment les dernières pages. Voilà. Et c'est là quand même où on philosophe un petit peu. Voilà, on fait le point sur tout ce brassage d'images. Il y a également des anecdotes tragiques, comme le crash du Concorde. Je pouvais pas ne pas le citer parce que c'était vraiment le fleuron de notre flotte. Et puis c'était un jour où j'étais pas bien en forme, j'écoutais la radio pour me distraire, les grosses têtes. Je devais monter à Roissy ensuite pour un cours de théâtre, j'essayais de m'ébrouer de ma torpeur. Et puis à peine l'émission commençait, 10 minutes après, un flash en disant que le crash était en flammes et qu'il n'y avait aucun survivant. J'ai tout de suite pensé à tous mes amis que je connaissais sur le Concorde, donc j'ai commencé à donner des coups de fil, que des répondeurs. J'étais en larmes, je suis montée, je sais même pas comment, je dois avoir des essuie-glaces sur les yeux pour arriver jusqu'à Roissy, retrouver mes camarades de théâtre, en me disant, bon, je ferai pas de théâtre, mais au moins on sera ensemble, et puis les noms circulaient, et il y avait aucun nom que je connaissais, et j'étais bêtement contente, en me disant, bon, c'est pas mes copains. Ça atténuait un peu la douleur, et puis après on a sorti des photos, et là j'ai vu Laurence, une jeune femme avec qui j'avais fait un vol merveilleux à Bogota. On s'est amusé comme des folles, on avait dansé debout sur des tables, c'était dans une estanca là, à Bogota, c'était formidable. Je revoyais ses cheveux tournoyés, son sourire merveilleux, et voilà. Et donc, Laurence était dans cet avion, et comme je dis, s'il y a un ascenseur pour le paradis, elle a dû monter plus vite que les autres, elle. Alors j'ai été stupéfait d'apprendre que pendant vos congés, au lieu de vous reposer, de penser à autre chose, vous allez à un meeting aérien à Vincennes, par exemple. Voilà, tellement contente d'être à Paris, de pouvoir voir un petit peu. Puis surtout que c'était organisé par Gérard Felzer, qui est un commandant de bord d'Air France, qui est un mec extraordinaire, qui a 10 idées à la seconde. Donc il avait créé ce meeting. Là, il vient d'ailleurs de sortir un livre formidable. Si tu peux, vas-y. Oui, si tu peux, vas-y. Je fais de la pub pour lui parce que vraiment, c'est un très chouette livre. Et donc Gérard Felzer, il avait réussi à faire... Ça partait des cerfs-volants. Et jusqu'au passage en radada du Concorde. Allez, ça oui, en effet, oui. Je crois qu'on ne le ferait plus maintenant. Ah non. Doublement, mais... Vincennes, non. Mais c'était magnifique, quoi. Les planeurs, les montgolfières, les biplans, enfin, c'était fantastique, quoi. Dans un même pays, on peut voir de tout et ces extrêmes. Par exemple, au Japon, on peut aller dans des temples, des choses comme ça. Vous avez sûrement été. Mais là, par exemple, le chef de cabine a organisé une virée hors des sentiers battus à Tokyo. Hein, oui. Dans un endroit où vous étiez la seule femme qui ne travaillait pas. Hein, et vous avez côtoyé un membre de la mafia qui voulait absolument vous montrer ses tatouages. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez vous montrer tous ses tatouages, mais enfin, bon, voilà. Non, ça c'est extraordinaire parce qu'on va à Tokyo en se disant pagode, temple d'or, cérémonie du thé, costume de geisha, et puis finalement on se retrouve embarqué parce que un collègue avait un ami dentiste japonais qui nous embarque par Tokyo by Night. Et on s'y retrouve effectivement dans une espèce de grande salle où il y avait plein de couples qui dansaient, femmes en robe longue. Je me disais formidable. Et j'ai vu que les dames raccompagnaient les messieurs à l'ascenseur. Et donc j'ai pas bien compris. Et j'ai posé la question. Et en fait, toutes ces dames étaient des entraîneuses en tout bien tout honneur qui entraînaient uniquement à la consommation de nourriture et de boissons.
Et donc, en fait, moi, j'étais là et le monsieur japonais, le dentiste, avait dit que j'étais une journaliste qui faisait des articles, parce qu'autrement, j'aurais pas eu le droit de rentrer, quoi, Ouais, voilà. d'accord. Et effectivement, un peu plus dans un autre bar, on a rencontré un yakuza qui a montré tous ses tatouages, une peau vitraille, il s'est dépoitraillé et c'était impressionnant. C'était pas du tout le Japon que j'attendais, quoi. Oui, Voilà, bien sûr. les cerisiers en fleurs étaient loin. Bien sûr. Comment se passe la vie en famille? C'est un des gros soucis de ce boulot. En même temps, bon, moi, j'ai pas eu d'enfants, mais les dames les collègues qui ont des enfants me disent, finalement, on les voit pas pendant 3-4 jours, mais après, on est là toute la journée. On peut les avoir à déjeuner le midi, on va les chercher à 4h30. Visiblement, il y a des organisations de compensation comme ça. Mais effectivement, c'est plutôt quand même une vie de nomade et je comprends pourquoi autrefois il fallait être célibataire. C'est vrai que c'est plus commode en étant célibataire, mais visiblement les gens s'organisent. La dernière question, qu'est-ce qu'il faut pour faire 30 ans de carrière sans se lasser? J'ai l'impression que pour vous, c'est une faculté de s'émerveiller de tout. Voilà, bah, je crois que je suis dotée d'une curiosité sans Ça se fond. ressent dans le livre. Sans fond, voilà, et que finalement, à peine arrivé dans un endroit, mon but c'est d'aller voir un petit peu le musée, le temple, la rue, et puis rencontrer les gens. C'est vrai que c'est un livre de géographie humaine là que j'ai feuilleté pendant des années. Tous ces souvenirs sont vraiment j'ai mis tout ça dans un coffre à trésors, quoi, mine de rien. Et c'est vrai que je ne peux pas dire que j'ai voyagé parce que je suis pas restée 15 jours à New York, mais j'y suis allée 400 fois. Donc à chaque fois, un Polaroid, une vignette, un cliché, quelque chose de retenu. Un coup une comédie musicale, un coup le musée, un coup une rencontre dans la rue. Donc c'est à chaque fois... c'est une mosaïque, quoi. Au fur et à mesure, je peux dire que je connais un peu New York, voilà. Quelques questions en rafale concernant vos habitudes d'écriture. Juste comme ça, très rapide. Pour vous, l'importance du plan, de la mise en chapitre? Non, je suis assez... Non, effectivement, oui, je pose une question qui est... Non, mais si, il y a eu besoin quand même de les alterner d'une certaine manière, mais bien sûr. Si je fais un plan et tout ça, ça me panique un peu. Je démarre un peu sur une idée et puis après, je fais de la suture entre les passages, quoi. L'importance de la relecture, de la réécriture, de la correction. Oui, tout à fait. Hein, oui, ça c'est nécessaire. Et puis de ne pas hésiter à lire à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai une grande sœur qui est merveilleuse. Quand je lui lisais un passage, des fois elle était enthousiaste, puis des fois elle me disait oui. Je disais, bah alors c'est bien, non? Oui. Je dis, mais l'anecdote... Ah, l'anecdote est bien. Ah bon, bah alors, la manière dont tu l'écris, le pauvre lecteur, tu l'as oublié. Donc, on recommence. Pas oublier son lecteur, jamais. Quelle est la question à laquelle tu aurais répondu volontiers, mais que je n'ai pas posée? Je crois que le tour a été fait. On a bien insisté sur le côté humanité. Je crois que on disait la curiosité des pays, des paysages et des pays, mais je crois que j'aime l'humanité, quoi. J'aime l'autre, et donc d'où la richesse de ce métier finalement pour moi. Nous recevions Marie-Stéphane Vaugier en raison de la parution de son livre de témoignages Entre deux bleus, édité chez Envolez-moi Éditions. Merci Marie-Stéphane. Merci à vous. Et merci à Farid. Si vous voulez nous faire part de vos impressions, laissez des commentaires. Vous pouvez me joindre à ce mail jc.caillette@news.fr. Je rappelle que vous pouvez nous écouter ou nous réécouter le mardi de 9h30 à 10h. C'était JCC pour FPP. Au revoir. Oiseau de plexiglas et d'acier, l'avion glisse sur le ciel étoilé, les nuages moutonnent à l'infini.